Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République a accordé une audience au secrétaire général de la présidence de la République de Guinée. Et puis, sachez également que les chefs d'état-major de la CEDEAO se réunissent ici même à Abidjan. Le huis clos se poursuit et puis les personnels de santé veulent se mettre en grève. Ils ont été reçus par le Premier ministre cet après-midi. Je vous l'annonçais, le président de la République, Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, a reçu ce jeudi un émissaire du président guinéen, Alpha Condé. C'est le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République de Guinée. Au menu de la rencontre, la situation en Guinée-Bissau, compte rendu à Ouattouré. Les concertations se poursuivent à la CEDEAO pour trouver des solutions aux crises qui minent la sous-région ouest-africaine. Le président de la République, Alassane Ouattara, président de la CEDEAO, a échangé avec un émissaire du président de la République de Guinée, médiateur de la crise de Guinée-Bissau. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République de Guinée, François Lonseni Fall, est venu partager avec le chef de l'État les résultats des premières concertations. Cette initiative qui tente à trouver une solution à la situation préoccupante qui prévaut aujourd'hui en Guinée-Bissau. Vous savez que ce pays est dans une situation de consultation électorale, une situation assez difficile. Et lorsqu'on connaît le contexte dans lequel les choses se déroulent à Bissau, il est important que la CEDEAO prenne des mesures préventives afin que le processus électoral soit maintenu, que la sécurité soit assurée. Ce sont ces éléments donc dont j'étais porteur à l'attention du président d'exercice. Et j'ai rencontré auprès du président Ouattara, comme je m'y attendais, un chef d'État attentif à la question de la sécurité et de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Et donc la Guinée et la CEDEAO, et notamment le président Alpha et le président Ouattara, en sa qualité de président en exercice, travailleront étroitement pour qu'on trouve rapidement une solution à cette crise qui ne doit pas venir aggraver la situation déjà préoccupante avec le Mali. Alors donc nous serons obligés de prendre des mesures préventives pour essayer de remédier à cette question. Lors de son dernier sommet à Dakar le 2 avril, en marge de l'investiture du président sénégalais Macky Sall, la CEDEAO avait donné mandat au président guinéen Alpha Condé pour être médiateur dans la crise bissau-guinéenne, une crise occultée par la situation au Mali. Justement, concernant la situation au Mali, sachez que les chefs d'état-major de la CEDEAO se réunissent pour la 3e fois consécutive en urgence en un mois autour de la crise au Mali. Une crise qui préoccupe au plus haut niveau toute la sous-région, l'Union européenne et les États-Unis. Les chefs d'état-major sont toujours en huis clos. Nous espérons avoir plus d'informations d'ici la fin de cette édition. Le mouvement national pour la libération de l'Azawad, le MNLA, a annoncé hier la fin des opérations militaires dans le nord du Mali. Ce mouvement affirme prendre en compte la volonté de la communauté internationale de voir cesser les hostilités. À Bamako, la junte demande quant à elle aux Occidentaux de libérer le nord du Mali. Victorien Angwa. Qui gouverne le Mali? Les islamistes issus de Al-Qaïda du Maghreb islamique AQMI, en Sardine, et le mouvement national de libération de l'Azawad MNLA se disputent les 2 tiers du territoire malien, soit un peu plus de 800 000 km². Les islamistes en quête d'espace pour des activités terroristes et de trafic de drogue sont actifs dans la ville de Tombouctou, supposée être la capitale de l'Azawad. Leurs drapeaux noirs flottent et les rencontres avec les imams se multiplient dans les mosquées. Objectif, imposer notamment la charia comme constitution. L'on note également des cas de violation des droits humains, enlèvement, viol et pillage. Le hic est que Al-Qaïda reste muet quand le MNLA annonce la fin des opérations militaires dans le nord. Mercredi, les indépendantistes ont affirmé avoir pris en compte la volonté de la communauté internationale, à savoir l'application effective du cessez-le-feu, vu qu'ils ont libéré le territoire supposé être le leur. Dans cette confusion, la sortie du putschiste Amadou Sanogo ne s'est pas fait attendre. Si les grandes puissances ont été capables de traverser les océans pour aller lutter contre ces structures intégristes en Afghanistan,
Qu'est-ce qui les empêche de venir chez nous? L'ennemi est connu et il n'est pas à Bamako. Si une force devait intervenir, il faudrait qu'elle le fasse dans le nord. Fin de citation. Le capitaine Sanogo, qui ne fait aucune différence entre le MNLA et les groupes islamistes, céderait-il à la panique face à la pression économique et à la menace militaire de la CEDEAO? En tout cas, rien n'est moins sûr. En réponse à la junte, le ministre des Affaires étrangères français Alain Juppé s'est voulu clair. Il n'y aura pas de solution militaire aux revendications du MNLA. Il faut privilégier le dialogue et la diplomatie, a-t-il déclaré. À Bamako, la vie continue, mais dans la psychose. Pendant ce temps, dans le nord du Mali, sous le contrôle de la rébellion Touareg et de groupes islamistes, ce nord est au bord d'un désastre humanitaire majeur, selon Amnesty International, qui rapporte notamment des cas de jeunes filles enlevées dans ces régions. Le Premier ministre Jano Ahoussou-Kouadio a reçu en audience dans la matinée la ministre libérienne de l'Agriculture, le représentant résident de l'Union africaine, le directeur général de l'APEXI, et puis dans l'après-midi, une délégation des agents de santé. Compte rendu, Alexis Ouedraogo. La première audience du Premier ministre ce jeudi est accordée à Florence Chenoweth, ministre de l'Agriculture et de la Pêche du Libéria. Accompagnée du ministre ivoirien chargé des ressources animales et halieutiques, Kobenan Kwasi Adjoumani, la ministre libérienne dit être venue renforcer la coopération entre Abidjan et Monrovia. The purpose of my visit today was to have... Le but de sa visite ce matin, c'était de rencontrer le ministre Adjoumani pour parler de divers problèmes, mais plus particulièrement le problème de la pêche illégale dans nos eaux, parce que Madame le ministre souhaite que la Côte d'Ivoire et le Libéria combattent ensemble ce fléau. La deuxième personnalité reçue par le chef du gouvernement est le représentant résident de l'Union africaine, M. Ambroise Nyansaba. Nous sommes venus lui rendre une visite de courtoisie et le féliciter pour la confiance que le président de la République a placée en lui. Nous en avons profité aussi pour parler de l'intérêt de l'Union africaine pour la Côte d'Ivoire, et surtout dans les domaines du processus de réconciliation et dans les domaines de la restructuration des forces de défense et de sécurité, ainsi que dans les domaines de la reconstruction post-conflit. Ahoussou-Kouadio Jano a aussi échangé avec une délégation composée de M. Nguimbeng, accompagnée d'une délégation ghanéenne qui soutient l'éligibilité de la Côte d'Ivoire au Millennium Challenge Corporation. Il y a en Côte d'Ivoire une superbe équipe qui est en train de travailler sur les éléments pour obtenir l'éligibilité du compound, et il a été absolument impressionné par la qualité de l'équipe. Et les acteurs de la santé, eux aussi, ont rencontré le Premier ministre. Nous avons beaucoup d'avancées et c'est aussi à l'actif du gouvernement. Et nous pensons que d'ici mardi, où nous allons nous rencontrer encore, il y aura vraiment un accord définitif. Voilà. Les personnels de santé ont été donc reçus par le Premier ministre. Cet après-midi, le personnel médical qui avait annoncé un arrêt du travail dans les jours à venir, ce personnel qui dénonce ces mauvaises conditions de travail. Le conseiller du président de la République chargé de la jeunesse, Touré Mamadou, a rencontré aujourd'hui des organisations de jeunesse. Il s'est agi de préparer la visite du président de la République dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Hugues Vibli, reportage. La visite du chef de l'État à l'ouest, les jeunes de Côte d'Ivoire veulent prendre une part active à son succès. Ce jeudi, ils étaient en réunion répondant à l'appel du conseiller spécial du président de la République, chargé de la jeunesse et des sports, Touré Mamadou. Une seule préoccupation pour eux tous qui ont souligné le caractère républicain de la visite d'État du président de la République à l'Ouest, contribuer au bon déroulement de cette visite. Cette réunion a pu réunir la jeunesse ivoirienne dans toute sa diversité, les jeunesses des partis politiques du RHDP, ceux du CNRD, ceux de la société civile,
Je salue l'esprit républicain des camarades qui politiquement ne sont pas du même bord que nous, mais qui ont accepté de venir et qui acceptent de participer donc à la réussite donc de cette visite d'État. Nous attendons de mobiliser tous nos parents, et de telle sorte qu'au soir de la visite du président, au-delà de ce que nous allons acquérir comme investissement et autres, ce qui va nous rester véritablement, c'est la réconciliation, c'est le vivre ensemble. D'autres réunions sont prévues sous la houlette du ministre de la Promotion de la Jeunesse et du Service civique, Alain Lobognon, et de celui qui le seconde, le conseiller spécial du président de la République chargé de la jeunesse et des sports, Touré Mamadou. Tous deux ont été choisis pour coordonner la contribution des jeunes au bon déroulement de la visite du président Alassane Ouattara dans le moyen Cavali à partir du 21 avril. L'amiral Édouard Guillot, chef d'état-major des armées françaises, a été élevé au grade de commandeur dans l'ordre national de Côte d'Ivoire. La cérémonie s'est déroulée hier mercredi au ministère de la Défense. Abou Sanogo pour les détails. Amiral Édouard Guillot, chef d'état-major des armées françaises, au nom du président de la République, nous vous faisons commandeur dans l'ordre national. L'amiral Édouard Guillot reçoit ainsi la reconnaissance du gouvernement et du peuple ivoirien pour la contribution de la France dans le dénouement de la crise ivoirienne. Très touché par l'honneur à lui fait et à son pays à travers cette distinction, l'amiral Guillot a traduit sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara qui œuvre chaque jour au raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Les deux personnalités ont saisi l'occasion de cette cérémonie pour échanger sur la situation au Mali et sur le retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire. Relativement à la situation en Côte d'Ivoire, l'officier général français se réjouit des avancées notables enregistrées sur le terrain dans le cadre du processus de normalisation. Nommé à la tête des forces armées françaises le 26 janvier 2010, l'amiral Édouard Guillot a occupé plusieurs fonctions, dont celle de chef d'état-major particulier du président de la République. Entre autres distinctions, l'amiral Guillot est médaillé de la défense nationale échelon bronze, médaillé d'outre-mer et grand officier de l'ordre national de la Légion d'honneur. Un an après la crise post-électorale, comment se porte le tourisme? Plutôt bien. Disons, Abidjan dispose de réceptifs hôteliers de classe internationale et fait de multiples offres touristiques. On peut dire qu'avec la destination Côte d'Ivoire, le tourisme renaît. Le but est d'accroître le nombre de touristes intéressés par notre pays. C'est la volonté affichée par le gouvernement. Patricia Omoetia. Le paysage touristique ivoirien retrouve ses charmes d'avant-crise post-électorale. Pour cause, les réceptifs de bord de mer sont en phase de réhabilitation. Bon, depuis la crise, on ne pouvait pas venir à la plage, mais comme la paix maintenant est revenue, c'est le fait que nous sommes là pour nous amuser. Et c'est tant mieux pour la relance de l'économie ivoirienne. Notons que le séjour d'un touriste européen rapporte en moyenne 1 000 €, environ 700 000 francs CFA par semaine à l'économie nationale, selon le directeur d'une agence de voyage. Les hôtels sont pleins et les touristes commencent à venir. Quand j'appelle un hôtel pour demander, j'étais à Yamoussoukro la dernière fois et je vous dis que je n'ai même pas eu de chambre pour l'hôtel à Yamoussoukro. C'est le cas de Yann qui vient pour la première fois en Côte d'Ivoire. Je vis que beaucoup commencent beaucoup construire, beaucoup mouvement. Mais la situation n'est pas aussi parfaite, nous dit Salif, vendeur d'objets d'art au marché de Cocody. Depuis que la guerre a été éclatée, bon, les touristes sont rares. Le tourisme même n'a pas, bon, on vend un peu avec le noir qui est là, nos frères africains. Bon, il y a un peu de blancs qui viennent, ceux qui sont dans le travail humanitaire là. C'est eux qui viennent un peu, ils payent. Mais sinon, les touristes, il n'y en a pas. La Côte d'Ivoire est un condensé de tourisme africain. Le secteur regorge de potentialités. Le pays se situe dans le registre des destinations de rêve. Dans quels états se trouvent la piscine municipale et le zoo de Bouaké? Ces lieux de promotion culturelle et touristique et de divertissement n'existent plus. Ils ont été effacés de la carte par la crise. La piscine municipale et le zoo de Bouaké, vestige d'un passé glorieux que ne cessent d'évoquer certains nostalgiques. Parmi eux, Kouadjé Kwame, suivez plutôt. Bouaké, sa piscine,
ces grandes rues bien éclairées, des références de la capitale du centre, ville au passé glorieux. Mais que reste-t-il de la piscine et du zoo de la cité de Gbeke? À l'entrée de la piscine, la statue de la reine Ablapoku, qui offrait son fils en sacrifice pour la traversée du fleuve, un symbole à l'abandon dans les broussailles. Un peu plus loin, les petits bassins fortement dégradés, le plus grand, contenant de l'eau puante et nauséabonde, peuplé de crapauds buffles et autres batraciens. La piscine n'a plus de toilettes, plus de bars, plus de salles de spectacle, plus de pistes de danse, un vrai pâturage, réduit en lieu d'aisance. Seul un individu entretient un petit espace pour tuer le temps. La nature qui a horreur du vide a repris ses droits. Juste à côté, le zoo est logé à la même enseigne. Maître Gayandé a-t-il été mangé? Souroukoulienne a-t-elle pu s'échapper? Et la tortue a-t-elle pu se mettre à l'abri? Pour l'heure, le zoo n'existe plus que de nom. Plus de cages, plus d'enclos, plus de réserves d'eau. Aucune trace d'animaux. Les arbres fruitiers servant d'abri sont transformés en bois de chauffe. La situation aurait pu être plus catastrophique si une âme généreuse n'avait pas eu l'idée d'utiliser cet espace en champ. La piscine municipale et le zoo, un pan de l'histoire de Bouaké qui s'effondre, vestige d'un passé qui ne dit pas son nom. Merci Kouadio Kwame. Des dispositions sécuritaires particulières ont été prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens en cette période de fête pascale. Notre reporter est allé dans les gares de transport et au corridor de Yopougon-Jesco pour faire le constat. Charles Niaouri donc. À la gare d'Adjamé, l'activité est à son comble. Les gens se bousculent pour monter dans les cars. Nous sommes à quelques jours de la fête de Pâques. Les responsables de cette société de transport ont pris des dispositions pour améliorer la sécurité. Pour le renforcement, ce matin, on a pris 5 agents de force de l'ordre. Et nous-mêmes, nous avons 9 agents de sécurité. Eux, ils sont chargés de faire la sécurité devant, à l'entrée de la gare, c'est-à-dire au portable, la sécurité des passagers qui font leur entrée. Il y a un groupe qui fait la ronde dans la gare, dans la salle d'attente, dans les différents bureaux et où il y a les passagers. 30 à 40 cars sont prévus par jour en direction de Daloa, Yamoussoukro, Bouaké et d'autres localités du centre du pays. Pour éviter le piège des coupeurs de route, les chauffeurs ont reçu des consignes. Par les besoins de certains passagers, donc on s'arrête souvent en Zianois. À part là, on ne s'arrête pas par coup de route. Des précautions sécuritaires qui rassurent quelque peu les passagers. Je me suis entretenu un peu avec les responsables de l'ONUCI. Donc ils nous ont dit qu'il y a une patrouille, de ne plus avoir peur, qu'il faut une patrouille au niveau de Bouaké jusqu'à Yamoussoukro. Il faut la route à tout moment pour ne pas qu'il y ait ces gens de trucs. Donc j'ai pas un peu rassuré. Mais tout le monde n'est pas aussi serein. Goué Philippe a été victime d'un coupeur de route il y a 4 ans. Puisqu'il n'y a pas de confiance à 100%, donc je pense que bon, ça va, on peut aller. Juste en face, ces petits cars appelés Massa sont sur le point de démarrer. Direction Oumé. Ici, on n'a pas les moyens de renforcer la sécurité. Donc nous n'avons pas les moyens de prendre des policiers ni de faire appel au FRC pour quand même faire le conduire nos véhicules. Mais tout ce que nous pouvons dire à nos chauffeurs, une fois qu'ils finissent, c'est-à-dire à partir de 16h-17h, nous on arrête de faire le voyage ici. Une situation qui inquiète ce passager. Actuellement là, on va en voyage, on est un peu inquiet. Mais bon, on met tout dans la main de Dieu. Nous voici au corridor de la GESCO, au poste de contrôle, à la sortie d'Abidjan. L'atmosphère est semblable aux jours ordinaires. Aucun dispositif sécuritaire particulier. Il faudra attendre que la période des fêtes soit terminée pour pouvoir tirer un bilan. Voilà, vous le savez, le Premier ministre a reçu cet après-midi les personnels de santé qui avaient annoncé un arrêt de travail dans les jours à venir. Ils dénoncent leurs mauvaises conditions de travail. Un tour dans les centres de santé a permis à nos reporters de juger l'état d'esprit de ces personnels. Mamadou Kouassi. Il est 13h40, ce jeudi 5 avril. Ce petit garçon vient de naître à la maternité de l'hôpital général de Makori.
Trop vite, il est confronté aux difficiles conditions de travail que rencontrent les sages-femmes. L'aspirateur, l'appareil à utiliser pour les premiers soins de l'enfant, est en panne. Recours donc à une pratique manuelle. Adelaka travaille dans cette maternité depuis 9 ans. Elle gagnerait moins de 200 000 francs CFA par mois. Dans ce service, il n'y a que 2 sages-femmes pour une dizaine de naissances par jour en moyenne. On n'est pas nombreuses parce que le travail qu'on fait, on fait la salle d'accouchement, il faut faire il faut gérer d'autres cas. Tout à l'heure, vous ne m'avez pas vu parce qu'il y a des urgences derrière. Là-bas, il n'y a pas de sage-femme parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Donc la seule sage-femme qui vient dans la journée, c'est... S'ajoute à cela des problèmes matériels. Les instruments n'ont pas été renouvelés depuis une dizaine d'années. Les coupures d'eau sont fréquentes et les pannes d'équipement un problème quotidien. Les aspirateurs souvent sont défaillants. Il n'y a même pas de sonde. Les sondes qu'on a ne sont pas adaptées. On est obligé de faire avec. Et quand ça ne va pas, nous-mêmes, on est obligé de s'appliquer notre corps et le bouche à bouche pour donner notre souffle à ce qu'on fait la vie. Vous comprenez? Et puis l'oxygène serait un appart. Quelqu'un qui se plaint que mon enfant est fatigué, il se plaint pas que son enfant est mort par notre faute, alors qu'en fait il n'y a pas d'oxygène. Comme la maternité, le service de médecine générale n'est pas épargné. La gratuité des soins, même ciblés, a fait augmenter le nombre de patients. Face à toutes ces difficultés, le personnel médical estime qu'il n'est pas rémunéré à sa juste valeur. Il y a une cagnotte pour le fonctionnaire, il faut que cette cagnotte soit partagée équitablement à tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Et si ça doit être selon les grades, que ce soit selon les grades. Et non pas parce qu'il y a une fonction qui s'occupe généralement de l'argent, qui a des indemnités propres à cette place professionnelle de travail, et puis les autres non. C'est pas normal. Ça, c'est une injustice qui est faite dès le départ. Pour améliorer l'accueil des patients et ses conditions de travail, le personnel médical s'en remet donc au gouvernement. L'administration des douanes et les opérateurs de la filière d'importation de véhicules d'occasion sont en séminaire depuis hier, mercredi. Il s'agit au terme de 72 heures de réflexion et d'échange de trouver les moyens pour améliorer et accélérer le dédouanement des véhicules d'occasion et de permettre au guichet unique de jouer son rôle. Noël Niagno pour les explications. Véhicules automobiles, quelle stratégie pour optimiser la procédure de dédouanement? Voilà l'équation qu'a décidé de résoudre l'administration des douanes ivoirienne à l'effet de simplifier et accélérer la procédure de dédouanement des véhicules automobiles. Dans cette optique, elle a réuni pour 72 heures experts de l'administration des douanes, des impôts, du ministère du Commerce, les prestataires de services Côte d'Ivoire Logistique, Bivac, SICTA, les importateurs de véhicules et les transitaires. À l'occasion de la cérémonie d'ouverture, le directeur général des douanes a situé les uns et les autres sur les difficultés de l'heure. Pour un véhicule qui débarque, il faut 10 à 15 jours avant que les droits de taxe ne soient liquidés. Si l'on y ajoute le délai de recouvrement, cela fait à peu près 1 mois avant que l'État ne perçoive effectivement son dû. À côté de ces facteurs, on reproche à l'administration sa lenteur, le coût élevé des opérations de mise à la consommation, les tracasseries, toutes choses qui entretiennent souvent des amalgames entre les activités purement douanières et la responsabilité des autres partenaires. Le décor est planté avec responsabilité. Le ministère de l'économie et des finances a salué l'initiative parce qu'elle permet de marquer une halte et corriger les dysfonctionnements. Le ministère des Transports est du même avis et souhaite que cette rencontre mette définitivement un terme aux nombreuses plaintes des usagers du guichet unique. 2 commissions servent de laboratoire à cette rencontre. L'évaluation des véhicules et la procédure de dédouanement. Ouvert mercredi, ce séminaire organisé par l'administration des douanes prend fin vendredi. On s'intéresse maintenant à la culture. Le groupe Magic System, un promoteur du festival de musique urbaine l'Anumabo, a reçu la somme de 20 millions de francs. C'est une contribution du ministère de la Culture et de la Francophonie à l'organisation du FEMUA. Juliette Ouéa. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, a remis la somme de 20 millions de francs CFA
au groupe Magic System en vue de les accompagner dans l'organisation du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo ou FEMUA. L'enveloppe a été reçue des mains du ministre de la Culture et de la Francophonie par l'artiste chanteur Traoré Salif, dit Assalfo, lead vocal du groupe Magic System. Pour le ministre de la Culture et de la Francophonie, cette subvention va permettre aux organisateurs du Festival de la musique urbaine d'Anoumabo d'atteindre leur objectif et pérenniser le FEMUA. D'année en année, le FEMUA s'enrichit du plateau et de la présence des participants. Cette année, nous avons des artistes de qualité. C'est un festival qui prend une place dans le concert des grands rendez-vous culturels du monde et qui se fait faire de notre pays, de la Côte d'Ivoire, un nouvel espace culturel. Et dans cet environnement de reprise de la Côte d'Ivoire, recevant le chèque de 20 millions de francs CFA, le commissaire général du FEMUA, Traoré Salif, dit Assalfo, a traduit la reconnaissance des organisateurs au gouvernement et au ministère de la Culture et de la Francophonie pour toutes les actions en faveur de la culture, des arts et de la musique ivoirienne. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandama, s'est engagé désormais à faire du FEMUA une institution pour la promotion de la musique dans toute sa diversité. Vous le savez, le monde de la culture est en deuil avec le décès de Zadi Zaourou. La cellule de communication du comité d'organisation de ces obsèques a organisé un point de presse. Le directeur général de la RTI, Akassaï Laza, président de la cellule, et les autres membres ont sollicité l'implication des journalistes, de la presse écrite et audiovisuelle pour la réussite des obsèques de l'ancien ministre de la Culture. Les détails avec Doua Delazer. Grande mobilisation autour des obsèques du grand homme de culture ivoirienne, feu le professeur et écrivain émérite Zadi Zaourou. C'est ce que souhaite le monde des médias ivoiriens. Ce point de presse, animé par le président de la commission communication, est organisé pour encourager l'initiative. Le professeur Kakoudi Kawi nous a mandaté en tant que commission de communication de mobiliser toute la presse nationale et internationale autour de cet événement national. Le professeur Zadi Zaourou sera inhumé dans son village de Yakouli Dabou à Sobré. La date officielle sera connue dans les jours à venir. Mais avant, les condoléances sont reçues à la cour familiale du défunt à Cocody, les deux plateaux. Les femmes de la commune de Port-Boué ont décidé de s'unir pour notamment bénéficier de fonds. Leur action s'est matérialisée par un défilé de toutes ces femmes issues de tous les partis politiques. Patricia Omouetia. De la commune de Port-Boué, ensemble pour promouvoir la femme. La mairie de Port-Boué a initié à cet effet un projet de microfinance en 1991. Chaque femme a perçu un fonds remboursable pour financer une activité. La mairie est allée plus loin en s'associant à une structure d'intermédiation financière expérimentée afin d'assurer à la gestion des fonds une plus grande sécurisation. Toutes ces actions en faveur de la femme ont fini par les rendre plus solidaires et fraternelles. Cette entente s'est matérialisée au cours de la célébration de la Journée internationale de la femme le 8 mars dernier à Port-Boué. Les femmes de tous les partis politiques représentées dans la commune ont défilé côte à côte. La participation des militantes du Front populaire ivoirien a été fort appréciée. La célébration des femmes dans la commune de Port-Boué, un bel exemple de cohésion et de réconciliation nationale. La grande chancelière de l'Ordre national, Mme Henriette Dagri Diabaté, a décoré 56 artisans de la paix de la région du Gbeke, des récipiendaires qui se sont illustrés par leurs actions en faveur de la paix pendant la crise post-électorale. Témoignage Brahima Doumbia. La grande chancelière de l'Ordre national, Mme Henriette Dagri Diabaté, à la rencontre des artisans de paix de l'intérieur du pays. La cérémonie de Boaké est à la fois capitale et symbolique
car c'est la première fois que la grande chancellerie de l'ordre national délocalise ses activités. Ce sont au total 56 récipiendaires qui ont été faits commandeurs, chevaliers et officiers dans l'ordre du mérite ivoirien des artisans de paix. Et il s'agit pour la grande chancelière de l'ordre national d'instituer une tradition de mérite ouverte sur l'ensemble des régions et toutes les professions des secteurs formels et informels. Venus de Diouekwe, Bangolo, Korogo, Odiene et Bouaké, les personnes distinguées, opérateurs économiques, artisans, religieux, ONG et membres de la société civile ont contribué à restaurer la paix dans leur localité pendant la longue crise qu'a connue la Côte d'Ivoire. Si la crise sociopolitique longue et lourde que vient de connaître notre pays a été favorisée par des irresponsables, dans le même temps, elle a mis en avant des femmes et des hommes de bonne volonté qui ont pris sur eux de calmer les ardeurs quand l'ambiance était à la confrontation. Au terme de la cérémonie, quelques récipiendaires ont exprimé leur satisfaction. Je suis très content et satisfait. Je remercie premièrement le président de la République. Ce qu'il vient de me donner, je suis très ravi. Dépassé même. Je suis vieux maintenant. Ce que je cherche, c'est l'honneur. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est dire à la jeunesse, aux jeunes qui apprennent ce métier, de se donner à fond, d'aimer ce métier et de la pratiquer comme il se doit, afin que pour que demain, eux aussi soient nominés. Un moment d'émotion, et je ne saurais pas trouver les mots nécessaires, parce que vous savez que quand vous êtes reconnu, surtout par la nation entière, pour ce que vous avez posé comme acte, ça vous va droit au cœur. C'est une grande fierté pour la population de Bouaké. On prend tout Bouaké pour parler toujours de la paix entre tout le monde. Heureuse de communier avec les populations de Bouaké, Madame la grande chancelière de l'ordre national a esquissé quelques pas de danse au rythme de la Joss. Restons à Bouaké, où le syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire a tenu son 22e congrès. Ces travaux ont été marqués par l'élection d'un nouveau secrétaire général. Il s'agit de Siaka Traoré du lycée moderne d'Abobo. Il a été élu avec plus de 82% des suffrages. Compte rendu signé Charles Tatou. La réconciliation et la reconstruction passent par les enseignants. Tel est le thème du 22e congrès qui a réuni durant 4 jours au CAFOP supérieur de Yamsokro les militants du SINESI. Au cours de ces assises, ils ont renouvelé les organes de leur syndicat. Désormais, c'est Siaka Traoré du lycée moderne d'Abobo qui est aux commandes du syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire. Le successeur de Soro Mamadou a été élu avec plus de 82% de voix contre 12,29% pour son concurrent Ekoun Kwasi du lycée moderne de Port-Boué. Les congressistes ont aussi planché sur la vie de leur syndicat avec des critiques et autocritiques en vue des résolutions claires et novatrices. Ces réflexions sur l'école ivoirienne ont enregistré la présence des enseignants syndicalistes du Burkina Faso, du Tchad, du Niger et de l'Europe, dont la solidarité intersyndicale témoigne de l'affiliation du SINESI à l'international éducation. Nous avons donc posé notre préoccupation fondamentale et majeure à Madame le ministre Kiet, l'application du protocole du 1er décembre 2009, à savoir le paiement de la deuxième tranche des effets financiers du reclassement contenu dans ce protocole d'accord. Nous sommes très fiers à ce syndicat, à tous nos syndicats ici dans votre pays, parce que, à notre avis, ils sont les porteurs de valeurs démocratiques. Et je crois qu'ils vont jouer un rôle très important dans la réconciliation et dans la reconstruction du système de l'éducation publique. Et nous exprimons ici, à Côte d'Ivoire, notre support de leur travail. À l'ouverture des travaux, le ministre de l'Éducation nationale, Mme Kandia Kamara, a exhorté les enseignants
à la culture du sens de la convivialité afin de permettre aux professeurs de retrouver leur chaude atmosphère amicale d'antan. L'Union nationale des enseignants du secondaire de Côte d'Ivoire qui rend hommage au ministre de l'Éducation nationale, Mme Kandia Kamisoko Kamara. Une cérémonie mise à profit pour parler de l'école ivoirienne, précisément de la place de la réconciliation en milieu scolaire. Plusieurs personnalités, parmi elles, la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant ont prôné la paix à l'école pour un enseignement de qualité. Le déficit d'enseignants dans les écoles primaires sera bientôt comblé. Environ 40 000 candidats ont composé hier pour le concours d'entrée au CAFOP. À l'issue de ce concours, 5 000 enseignants seront recrutés. C'est ce que nous dit Marie-Laure Ongoran. Suivez son reportage. 5 000 instituteurs seront recrutés dans les écoles primaires pour combler le déficit d'enseignants. Le ministère de l'Éducation nationale a donc lancé ce mardi le concours d'entrée au CAFOP session 2012. Dans 80 centres à Abidjan, environ 40 000 candidats ont composé en mathématiques, en français et en culture générale. La ministre de l'Éducation nationale, Kandia Kamara Kamisoko, a visité quelques centres. Les épreuves se déroulent bien dans de bonnes conditions. Les candidats sont présents et les surveillants aussi. Et nous voyons sur le terrain aujourd'hui une bonne organisation. Pas d'autres recrutements cette année. De plus, l'innovation pour ce concours de CAFOP session 2012 est la correction des épreuves de mathématiques par les professeurs de lycée en lieu et place de ceux du CAFOP qui avaient l'habitude de le faire. Les résultats de ces épreuves seront donnés le 4 mai prochain. 2500 places sont prévues pour les instituteurs ordinaires et 2500 autres pour les instituteurs adjoints. Parlons de développement à Dabakala, un atelier de diagnostic participatif. C'est tenu samedi à Abobo. Le but était d'identifier des projets de financement et aider la jeunesse et les femmes de la région de Dabakala à obtenir des emplois et à s'impliquer dans le développement de leur région. Patricia Omo, Ektia. Débat d'idées sur la base d'un pré-diagnostic existant. L'atelier des diagnostics participatifs des populations de la région de Dabakala veut mettre en avant la nécessité d'insérer du bon sens, du développement durable dans leur vie en parlant d'unité et de travail pour construire un cadre de vie agréable. Besoins essentiels pour tous, cohésion sociale et solidarité, identifier des projets de financement pour les femmes et les jeunes. Pour le député de Dabakala, l'initiative au développement et l'esprit d'entreprise sont des valeurs à cultiver. Nous avions initié donc cette opération d'auto-emploi dans le département depuis le mois d'octobre 2011. Dans le département, déjà des projets sont montés, finalisés, déposés au niveau des structures de financement. Il était bon que nous retournions vers la diaspora guinéenne à Abidjan pour essayer de les encadrer afin qu'ils puissent se prendre en charge. Au terme de cet atelier, plusieurs projets ont été identifiés pour le développement de la région. Le consul général du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, M. Patrice Kassondo, a rencontré les notables et chefs traditionnels burkinabés. Objectif, sensibiliser les garants de la tradition sur les notions, aux notions de paix à Boussanougou. Dans son programme d'activité, le consul général du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, Patrice Kassondo, a décidé d'aller vers ses compatriotes burkinabés vivant en Côte d'Ivoire afin de recueillir leurs préoccupations et les sensibiliser sur les notions de paix. Après avoir fait le tour des communes du district, le consul général a rencontré les chefs et les notables burkinabés. Cette rencontre a permis aux garants de la tradition burkinabé de faire un tour d'horizon des activités menées consignées dans un document. Quant aux diplomates burkinabés, il a exhorté les chefs et les notables à tenir un discours rassembleur et à éviter les querelles de leadership en leur sein. Nous avons émis le vœu que lors de nos rencontres futures, nous puissions parler du statut, de règlement, et pour qu'il y ait un fonctionnement beaucoup plus cohérent, qu'il ne laisse pas de place aux litiges et aux subjectivités. D'autres rencontres sont prévues par le conseiller général Patrice Kassondo avec d'autres communautés dans les jours à venir.
Ce communiqué de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, son Excellence M. Guillaume Soro, ont pris, mesdames et messieurs les députés, de bien vouloir se rendre au siège du Parlement le vendredi 6 avril 2012 à partir de 9h pour affaires les concernant. Ils sont priés de se munir de la photocopie de leur carte nationale d'identité. En bref, à l'étranger, le président du Malawi entre la vie et la mort après un arrêt cardiaque. Le président malawite Binguwa Mutharika, hospitalisé ce jeudi après avoir été victime d'un arrêt cardiaque à l'âge de 78 ans, devrait être transporté dans la soirée en Afrique du Sud pour y subir des soins. Et puis, en Guinée, la CPI exige un dénouement rapide du dossier du massacre de 2009. Le nouveau procureur de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a exigé jeudi à Conakry un dénouement rapide du dossier du massacre d'au moins 150 personnes en septembre 2009 dans un stade de la capitale guinéenne. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI 1 et à demain 20h.